Alors que les marchés poursuivaient leur remontada vers de nouveaux sommets, portés il est vrai par des résultats économiques bien meilleurs, et bien de nouvelles tensions géopolitiques apparaissent. Alors est-ce que ces nouvelles tensions vont être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase ou le prétexte des investisseurs pour prendre à nouveau des bénéfices? Quels sont les secteurs qui pourraient résister à une nouvelle crise? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine le plus grand danger. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide pour me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez tout qui est affiché sur cet écran. N'oubliez pas d'activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Et pour celles et ceux qui veulent se former, vous avez à votre disposition l'espace membre qui est accessible gratuitement, un espace de formation contenu qui désormais contient désormais plus de 700 membres sur cet espace où vous avez bien sûr un certain nombre de petits modules de formation. Ça va être enrichi, hein, c'est quelque chose qui est assez récent. J'ai mis quelques modules désormais, mais l'objectif c'est que d'ici la fin de l'année, il y ait de plus en plus de modules qui viennent enrichir encore une fois tout ceci. Voilà un petit peu donc pour cela, pour l'espace de formation continue, et bien sûr hein, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous avons nos programmes d'accompagnement, de formation, de trading sur MTT Trading Premium et MTT Découverte. Tout est bien évidemment sur le site, le podcast de la bourse.fr. J'en profite pour remercier chaleureusement les partenaires qui me permettent de vous délivrer tout ce contenu 100% gratuitement. On passe à bien sûr la vidéo du jour, le plus grand danger, avec évidemment des tensions qui reviennent un petit peu malheureusement sur le devant de la scène, et sinon nous vivons dans un monde qui est, c'est le moins que l'on puisse dire, très nerveux. Et on parlera bien sûr du CAC 40, on fera bien entendu la partie macroéconomique, plus la partie question de la semaine, question d'ailleurs sur du fondamental, ça va intéresser celles et ceux qui veulent apprendre quelques éléments de simple pour répondre à des critères fondamentaux, et puis on parlera bien sûr du CAC Small, le Total Energy, ArcelorMittal, Hermès. Pour les titres, L'Oréal, Vinci, LVMH, Kering, Legrand, XFAB, Française Énergie, Téléperformance, Clariane, qui nous a fait bien régaler aujourd'hui, AXA, Solution 30, qui a bien progressé également, ST Micro, Ipsen, Rubik, Zilam, Sword Group, Thales, Claranova, Rémi Cointreau, Dassault Systèmes de CRSI, Signify, Nikon, FDJ, Fugro et Esso. On partira aux États-Unis avec Coca-Cola, Oclo, Novo Nordisk, United Health, Tesla, Coinbase et bien sûr on fera le suivi de Nvidia avant de nous parler du titre à suivre et de vous présenter bien entendu les éléments qui constituent le screener Trend Following. Il y a bien évidemment comme d'habitude des actions nouvelles mais également il y a des actions dont on fait le suivi, voilà, parce que si c'est pour présenter uniquement que des nouvelles actions, c'est vrai que ça fait plus d'heureux entre guillemets, mais du coup on voit pas l'évolution
de nos scénarios, donc c'est un petit peu dommage, et pour la pédagogie, je pense que c'est pas forcément optimal, donc voilà, on essaye de mélanger les deux, évidemment, chaque semaine, je le sais, je m'en excuse du fond du cœur, je fais des déçus, donc voilà, insistez, n'hésitez pas, tout en sachant que voilà, dans cette vidéo-là, je réserve évidemment à l'Europe et aux États-Unis, de temps en temps on fait des actions chinoises, mais qui sont cotées aux États-Unis, dans ces vidéos, donc n'hésitez pas à insister parfois un petit peu. C'est vrai qu'il y en a, voilà, il y a entre 150 et 200 titres toutes les semaines sur les différents réseaux qui me sont proposés, donc forcément je dois, voilà, de temps en temps faire des choix et donc forcément faire quelques malheureux, mais je vous rassure, j'essaierai dans la mesure du possible dans les prochaines semaines de faire un live où vous pourrez venir directement proposer un dimanche soir vos valeurs directement dans la zone de discussion. J'en profite comme d'habitude bien sûr, pour remercier bien sûr les plus fidèles d'entre vous, objective ma caméra, les plus fidèles d'entre vous qui permettent effectivement chaque semaine de me motiver en adressant bien sûr toujours des messages pour la plupart, pour l'immense majorité extrêmement bienveillants. Donc merci pour les partages, merci pour les likes, merci pour les commentaires qui permettent de garder ma motivation intacte, même si voilà, je vous cache pas, il y a des semaines où c'est plus difficile de faire des vidéos que d'autres, il y a des semaines où on a moins envie, mais voilà, pour le moment j'essaye d'avoir de la régularité, et surtout, voilà, même si certainement dans l'été il y aura peut-être un ou deux moments de pause pour que moi aussi je me repose un petit peu, mais voilà, globalement j'essaye quand même d'être hyper régulier pour ne pas vous laisser sur le bas-côté. Ça fait partie aussi pour moi des éléments essentiels de la pédagogie, c'est la régularité. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, et donc en profiter encore une fois pour vous remercier. On attaque avec le résumé de la semaine. Bon, le résumé macro-éco, comme d'hab, assez rapide parce qu'il y a des éléments qui ont changé, mais il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas changé, encore une fois, de semaine en semaine. L'économie, heureusement, ne varie pas aussi vite que parfois des graphiques. Mais voilà, donc on est sur un mois de juin qui historiquement n'est pas un mois hyper prometteur, historiquement. Un mois souvent où on a effectivement du zigzag avant, c'est la bonne nouvelle. Historiquement, un mois de juillet plus agréable. Donc le mois de juin, en termes de performance sur le CAC, est légèrement négatif, mais également sur les small cap. Alors que, vous le savez, ces dernières semaines, ces derniers mois, nous avons eu une surperformance des small cap par rapport au CAC 40. Vous le savez, les probabilités d'avoir un S&P 500 haussier sur le mois de juin est de l'ordre de 58%, ce qui est plutôt correct, mais c'est pas exceptionnel non plus. C'est moins vrai pour le Nasdaq qui, lui, à un de ses plus mauvais mois, de ses 4 plus mauvais mois pour le mois de juin. Lorsqu'on regarde dans le détail, effectivement, on avance. Je sais que vous aimez bien, moi aussi, ça tombe bien de regarder ces graphiques et l'évolution aussi de ces graphiques et voir si ça ressemble plus ou moins effectivement à ce que l'on vit. Et c'est plutôt vrai pour le mois de juin, c'est-à-dire que on a eu un début juin là qui était plutôt pas mal, et on voit que là, sur le Dow Jones notamment, mais on le verra sur les autres indices, c'est similaire ou presque, on risque effectivement d'arriver sur une 10-15 de jours un petit peu plus compliqués. À minima en zigzag, et sinon, comme sur le Nasdaq, à minima en zigzag, et sinon, comme sur le Dow Jones, plutôt le graphique d'avant, peut-être en baisse. Donc voilà, c'est vrai pour le Nasdaq, c'est vrai également pour le DAX, où on a un mois de juin qui est plutôt, encore une fois, en zigzag. C'est vrai aussi pour le CAC 40 qui est dans un mois un petit peu plus peut-être difficile. Pour autant, on est tranquille en termes de publications, puisque vous l'avez vu, vous le savez, le nombre de publications a baissé, et nous aurons de nouvelles publications plus importantes certainement pour le courant du mois de juillet. Mais jusqu'alors, et jusqu'à cette date surtout, on risque d'être un petit peu plus tranquille. Donc c'est plutôt la macroéconomie qui va diriger les graphiques plutôt que la microéconomie. Donc on va plus regarder effectivement les stats qui ont été plutôt pas mal lorsque l'on regarde effectivement, et on va aller dans le détail lorsqu'on regarde notamment le chômage, l'inflation, etc. Les stats qui ont été plutôt pas mal.
Et d'ailleurs, effectivement, on peut penser que ça ne va pas forcer effectivement la Fed à reprendre la baisse de ses taux. Et ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour le marché. Mais bon, quand même, globalement, on peut dire que jusqu'à présent, le marché, malgré toutes les annonces, etc., qu'on a vécu ces derniers mois, est plutôt résilient. Mais effectivement, nous l'avons vu avec les dernières annonces, eh bien, il y a eu pas mal de zigzags. Et d'ailleurs, on va en parler, hein, des tensions qui montent un petit peu, qui remontent un petit peu. La question est de savoir si entre la saisonnalité, toutes les annonces, etc., qu'on a déjà eu et qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène, hein, on pense bien sûr aux droits de douane, on pense à la baisse de la notation des US, on pense toujours à ce conflit géopolitique entre... ce conflit armé entre la Russie et l'Ukraine qui est toujours présent et qui à ce stade ne désamplifie pas. On pense toujours, bien sûr, et on l'a vu la semaine dernière, avec la querelle entre Musk et Donald Trump, que là aussi ça pouvait amener pas mal de volatilité, et donc tout ceci fait que on est effectivement bercé dans cette espèce de zigzag qui est pas forcément toujours agréable. Plus de nouvelles news que l'on va voir ensemble un petit peu plus loin. Malgré ça, évidemment, les grands vainqueurs de cette période-là, un petit peu plus troublés aux États-Unis, eh bien c'est l'Europe. L'Europe qui, eh bien, ce sont les chiffres, hein, de performance de ce matin. Évidemment, ça peut évoluer au moment où vous regarderez la vidéo, mais globalement, on a quand même des indices européens qui sont extrêmement ferme, extrêmement résilient. Vous avez le DAX qui a une progression de 19% cette année, vous avez l'indice espagnol l'IBEX qui a plus de 20% de performance, et même finalement le CAC 40 qui est à une performance, je crois, de près de 5%, voilà, 4,87. Donc on peut dire quand même que malgré toute la volatilité que l'on peut avoir causée par à la fois la politique, la géopolitique et les différents tweets à droite et à gauche, on peut dire que pour le moment, eh bien, l'Europe continue d'être extrêmement résiliente. Jusqu'ici encore. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'Europe, puisque lorsque l'on regarde encore une fois, comme on l'avait présenté la semaine dernière, les actions du monde entier, le MSCI World, eh bien, nous sommes également sur des plus hauts. Donc finalement, tout va à peu près bien. La semaine dernière, je vous avais quitté en vous disant qu'il y aurait une stat importante à regarder vendredi, c'était la stat du chômage. Le chômage, pour le moment, eh bien, certes, ne baisse pas, mais pour le moment est quand même maintenu sur des niveaux acceptable par le marché, donc 4,2% sur le taux mensuel concernant le mois de mai. Tant qu'on reste pour moi sous 4,4, 4,5, je considère que effectivement on sauve l'essentiel. On a eu d'ailleurs en début de semaine plutôt des bonnes nouvelles. Je crois que c'était mardi si je me trompe pas, où effectivement on a eu quand même des discussions sur les droits de douane entre les États-Unis et la Chine qui ont été plutôt pas mal, même s'il n'y a pas eu encore apparemment tout à fait des accords qui ont été très clairs, mais voilà, grosso modo, il y a ce qu'on appelle un mini-deal entre la Chine et les États-Unis, voilà, c'était à Londres, pour des droits de douane à venir. Donc bon, on pouvait se dire sur ce début de semaine-là que c'était plutôt pas mal. Et d'ailleurs, les actifs risqués, comme le Bitcoin et voilà, et sur ses plus hauts, comme l'Ethereum qui lui a même breaké sa consolidation intermédiaire, et même des métaux précieux comme, et je suis assez content, je dois le dire, parce que vous savez que à quel point j'ai beaucoup insisté ces derniers mois, je dirais même ces dernières années sur le silver qui a breaké également par le haut. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a encore, il y avait encore jusqu'à aujourd'hui en tout cas, il y avait quand même des flux qui étaient plutôt acheteurs sur les différents actifs, et ça c'était plutôt positif. Une stat intéressante également, c'est que nous sommes dans une année 2025 où, alors ce graphique-là présente, si vous voulez, les pourcentages de rebond les lendemains de séances rouges sur le S&P 500. En gros, il montre à quel point le rouge est acheté par les investisseurs. En gros, il montre à quel point les investisseurs considèrent que chaque baisse est une opportunité d'achat. Et on le voit, eh bien, en 2025, hein, on est à plus 0,22. C'est parmi les années
où eh bien, il y a eu le plus de rebonds après des séances rouges, qui pour moi est tout simplement la démonstration que à ce stade, eh bien, nous avons eu des investisseurs qui ont eh bien, pris toutes les baisses comme des opportunités d'achat. Ça veut dire, un, qu'il y a encore un petit peu d'argent quand même pour pouvoir acheter, et que deux, il y a beaucoup de gens aussi qui ont raté eh bien, ce rebond fabuleux qu'on vit quand même depuis 2 mois, depuis le début de... Ouais, oui, depuis, on va dire, mi-avril, début avril, mi-avril, donc oui, à peu près 2 mois. Il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas cru, qui sont restés sur le bas-côté, et qui, chaque baisse, se disent, bon, bah allez, c'est le moment d'y aller. Et donc ça fait que, en effet, jusqu'ici, ça a quand même globalement porté les marchés vers, pour la plupart des indices, vers de nouveaux sommets. Donc voilà, mais, parce qu'il y a un mais, effectivement, eh bien, c'est que les bonnes nouvelles ne suffisent plus, parce que malgré les annonces majeures, donc l'apaisement, hein, effectivement, entre les États-Unis et la Chine, on l'a vu, et une inflation américaine plus faible également que prévu, eh bien, les marchés ont plutôt terminé en baisse, la séance d'hier, et on verra effectivement la séance d'aujourd'hui. Donc les marchés reculent un peu, signe que les investisseurs sont devenus un petit peu plus prudents. Pourquoi? Parce que les valorisations sont revenues quand même, notamment sur les Max 7, etc., sont revenus sur quand même des niveaux assez, on va pas dire excessifs, mais on va dire quand même des valorisations voilà, assez tendues, et que ben, forcément, pour celles et ceux qui ont pris la baisse d'avril comme une opportunité, ben, vous avez des décalages parfois qui ont été faits, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60%, par exemple Nvidia, qu'on voit régulièrement dans la vidéo, plus de 60% de gains, et donc on se dit, purée, mais en 2 mois, 60% de gains sur une grosse capitalisation comme Nvidia, au bout d'un moment, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre ces bénéfices? Et la question est légitime, à mon sens. D'autre part, Trump a ravivé les craintes commerciales en annonçant l'envoi imminent de courriers aux partenaires économiques. Alors, bien sûr, certainement, on comprend, nous, Européens, pour les avertir que les droits de douane personnalisés à venir arriveront le 9 juillet. Donc, on va réavoir, hein, le problème des droits de douane n'est pas réglé du tout. Et donc, on risque à nouveau d'avoir de la volatilité à cause de ça. Et au bout d'un moment, à force, effectivement, de remettre eh bien, tout ça sur le devant de la scène, et certes, les acheteurs sont présents, certes, les acheteurs achètent les mauvaises nouvelles, etc., jusqu'au jour où les acheteurs ne les achètent plus parce qu'ils sont trop effrayés, et c'est là où vous avez une baisse significative. Alors ça c'est la première partie des raisons de cette pause qu'on a notamment hier et aujourd'hui. Il y en a une autre également, c'est que effectivement l'Iran menace de cibler les bases américaines au Moyen-Orient en cas de conflit. Donc en toile de fond, la géopolitique redevient ou reste plutôt explosive, avec l'Iran qui menace les bases américaines au Proche-Orient, et les États-Unis envisagent d'évacuer partiellement leur ambassade en Irak. Je crois qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Hier soir. Le baril de Brent, donc le pétrole en réponse, est également reparti en la hausse. On le verra sur le graphique d'après. Les marchés digèrent mal les incertitudes politiques et géopolitiques, même quand les données économiques s'améliorent un peu. C'est-à-dire qu'au moment, effectivement, ce qu'on disait, au moment où les chiffres économiques, macroéconomiques sont un petit peu meilleurs, eh bien, et on se dit, bon, à force de tirer sur la corde, est-ce que ce marché ne va pas perdre définitivement confiance? Certes, bad news is good news, mais là, ça fait quand même beaucoup, donc il faudrait pas que tout ça s'envenime. Pour le moment, les marchés tiennent, mais encore une fois, il faut rester sur ces niveaux-là, il faut rester à minima dans les constructions. En début de semaine, on avait les constructions intermédiaires sur la plupart des indices, comme le CAC 40, que l'on verra après, qui étaient revenus sur les hauts de construction, donc on se disait, ah, peut-être que le marché est un peu en avance, peut-être que le marché va breaker, et finalement, les premières tentatives, on le verra notamment sur le CAC, semblent échouer et semblent revenir plutôt sur le milieu de la figure, sur le milieu des figures. Donc peut-être qu'en fait, on va avoir effectivement des figures encore un petit peu plus larges, qui, je l'espère, viendront d'ailleurs retrouver la saisonnalité, donc plutôt positive, on l'espère tous, du mois de juillet. Donc on le disait, effectivement, hein, parmi les secteurs qui résistent extrêmement bien, le pétrole, on en avait parlé sur cette
possibilité d'avoir eh bien un rebond sur le pétrole, et effectivement ça porte un certain nombre de valeurs que l'on verra dans cette vidéo. Et évidemment on va voir Total Energy, hein, c'est évident. Total Energy n'est pas corrélé totalement au pétrole, mais par contre clairement, et donc si vous comparez les performances du pétrole avec celles de Total Energy, vous n'aurez pas du tout les mêmes performances, mais par contre effectivement un pétrole fort ne peut qu'aider. Total Energy, ça c'est une certitude, c'est un élément bien sûr très important quand même. Donc voilà, et on est dans un moment où effectivement, bon, on est dans un marché qui est quand même globalement positif, qui reste positif. Par contre, on le voit, eh bien, le ratio entre le Russell 2000, les petites capitalisations américaines, et le S&P 500, j'en ai parlé cette semaine sur les réseaux sociaux, est parmi les plus bas, hein, depuis eh bien, la crise tech que l'on avait eue entre 1999 et 2001. Donc là aussi, un certain nombre de questions effectivement se posent. Moi je pense que effectivement la rotation massive qu'on a eue en Europe, notamment vers les small caps, va se poursuivre. Hein, même si là, comme je vous le disais la semaine dernière, je pense que, attention, les small caps, on est arrivé sur un point d'objectif. D'ailleurs, on l'a vu cette semaine, la performance n'a plus été la même. Parce qu'à un moment donné, le marché a aussi besoin de prendre des bénéfices, a aussi besoin de construire, et je pense que c'est clairement ce qu'on est en train de vivre probablement sur les small caps, notamment européennes ces dernières séances. On verra si on a la capacité de relancer ou pas, on va en parler sur les graphiques tout à l'heure. Bien sûr, on est dans un monde qui, malgré tout, est hyper endetté, donc l'impact également sur les taux est très important. N'oublions pas que nous avons eu effectivement comment dirais-je, les taux qui se sont à 2 ans et à 10 ans, la courbe des taux qui a été inversée également, signe que normalement nous devrions avoir, selon le passé, des perturbations eh bien, dans les mois à venir. N'oublions pas que nous avons encore des taux à 10 ans extrêmement élevés. N'oublions pas que malgré les bonnes nouvelles cette semaine, on n'est pas encore totalement sorti de l'auberge, notamment aux États-Unis sur le sujet de l'inflation. Et d'ailleurs, là aussi, hein, les tensions géopolitiques pourraient également, et ce sont toutes les craintes, pourraient également amener un petit peu d'inflation. On l'a vu notamment sur le pétrole, on l'a vu également notamment sur certaines matières premières. N'oublions pas également que le chômage est maintenu et plutôt stable aux États-Unis, mais n'oublions pas quand même qu'on est plutôt dans une tendance haussière. Même si on marque une pause en effet depuis quelques mois, on est quelque part pour moi en sursis. Donc voilà pour la partie économique, géopolitique. Il va y avoir la lettre mensuelle, ou la fameuse lettre mensuelle écrite par des professionnels, la lettre institutionnelle de la table des investisseurs, qui va arriver ou cette semaine si j'arrive à collecter tous les éléments, ou en début de semaine prochaine. En tout cas, dans les 10 prochains jours, logiquement, cette lettre mensuelle va être envoyée. Il y a bien sûr toutes les parties, bourse, matières premières, crypto-monnaie, immobilier, et j'oublie la dernière, bien sûr, gestion privée. Donc les 5 parties qui vont être bien entendu dans cette lettre mensuelle. Bien sûr, vous disposez, lorsque vous inscrivez, vous le savez, à l'accès au portefeuille Forteresse. Tout ceci est gratuit. Voilà, la lettre mensuelle arrive. N'oubliez pas que voilà, vous avez 2 à 3 fois par semaine normalement automatiquement une lettre que vous recevez directement par mail. On passe donc à la question de la semaine. Alors une question fonda qui est intéressante. Comment calculer, donc c'est Greg B, comment calculer rapidement un PER pour une entreprise et savoir si survaloriser ou non. Il suffit des tableaux et des PER moyens de chaque secteur et où les trouver. Donc je vais répondre notamment sur la première partie. Notamment sur qu'est-ce que le PER, comment on le calcule, etc. Je vous ai préparé un certain nombre de slides. Évidemment, je le redis à chaque fois, mais le but de ces slides, c'est de faire de la pédagogie. Qui dit pour moi pédagogie, dit pour moi simplicité. Il va y avoir évidemment beaucoup de raccourcis qui vont être faits. Les spécialistes de Fonda, ne me sautez pas dessus. L'objectif, c'est d'abord, toujours dans ces vidéos, de mettre le pied à l'étrier de ceux qui
ne connaissent pas ou qui veulent commencer à connaître. Et ensuite, c'est à vous, comme d'habitude, de faire le chemin de la complexité. Mais moi, j'essaie de m'adresser au plus grand nombre pour donner des clés de base. Et après, chacun, évidemment, poursuit son chemin comme il l'entend. Donc le PER. PER, déjà, ça veut dire Price to Earning Ratio. C'est tout simplement, qu'est-ce que le PER? C'est un indicateur de valorisation qui mesure combien les investisseurs sont prêts à payer pour 1 euro de bénéfices réalisés par une entreprise. Quand il y en a, des bénéfices, évidemment. Donc, comment ça se calcule? Alors, il y a 2 méthodes pour le calculer, qui sont les mêmes, mais qui sont très légèrement différentes. Je vais vous expliquer. Donc, soit vous divisez le prix de l'action par les bénéfices nets par action. Donc, voilà. Donc, si une action d'une entreprise vaut 30 euros et que son bénéfice par action est de 2 euros, alors vous avez un PER qui est égal à 30 divisé par 2, soit 15. Donc cela signifie que le marché est prêt à payer 15 fois les bénéfices annuels de l'entreprise. Moi, je le calcule d'une manière légèrement différente. C'est le même, bien sûr, c'est évidemment le même résultat, je vous rassure, mais je le calcule en divisant la capitalisation boursière par le résultat net. Donc la capitalisation globale de l'entreprise divisée par le résultat net global, et non par action. Comment on trouve des éléments? Vous allez sur n'importe quel site boursier à peu près sérieux, et vous allez trouver la valeur, là on va prendre LVMH, tiens, puisque comme ça au moins on va regarder le PER de LVMH. Et donc, vous prenez tout simplement la valorisation de LVMH, d'accord? Vous regardez au niveau des chiffres, les derniers chiffres, donc sur le résultat net, qui apparaissent ici donc, et tout simplement, vous reprenez votre division, de capitalisation boursière divisée par le résultat net de l'entreprise, et donc vous divisez tout simplement l'un par l'autre, et vous obtenez un résultat, en l'occurrence, donc, pour LVMH, le PER actuel est de l'ordre de 18. D'accord? Donc voilà, de manière extrêmement simple, comment on calcule un PER. Sauf erreur, encore une fois, de ma part. À quoi sert le PER? Donc il permet de répondre à une question essentielle. Évidemment, la question en général que l'on se pose, la première question que l'on se pose lorsqu'on veut investir et qu'on veut regarder un petit peu les fondamentaux, c'est est-ce que l'action est chère ou est-ce qu'elle est plutôt bon marché? Et donc, effectivement, le PER est un des éléments, j'insiste, un des éléments qui peut nous aider à déterminer cela. Mais attention, le PER, évidemment, c'est comme un indicateur technique seul, ça veut rien dire tout seul. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut regarder. Bien évidemment, le contexte. Donc d'abord, comparer un PER à la propre histoire de l'entreprise que vous allez regarder. Quel est le PER moyen sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Les autres entreprises du même secteur, quel est le PER moyen sur le secteur, ça c'est aussi un élément qu'il faut prendre en considération. Quel est le niveau des taux d'intérêt, puisque évidemment plus les taux sont bas, plus les PER peuvent être élevés, puisque l'argent coûte moins cher, donc on peut avoir un petit peu plus de laxisme, si je puis dire, sur les PER lorsque moins d'exigence, on va dire, sur les PER lorsque les taux sont bien évidemment plus bas. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Donc comment interpréter le PER? Donc là, c'est un tableau, ne me sautez pas dessus s'il vous plaît les fondamentalistes, c'est un tableau très généraliste, mais c'est vraiment pour vous donner la première pierre à l'édifice. Grosso modo, on considère, voilà, alors ça dépend des secteurs, ça dépend si c'est des valeurs value, ça dépend si c'est des valeurs décroissance, etc. Mais globalement, voilà, s'il faut commencer par quelque chose, on va dire que grosso modo, un PER inférieur à 10, c'est plutôt eh bien une action qui peut être sous-évalué. Entre 10 et 20, on va dire que c'est plutôt une normalité. Au-dessus de 25, on va dire que c'est plutôt surévalué et qu'on attend en tout cas une croissance assez importante. Mais évidemment, encore une fois, un PER peut cacher, bien sûr, un PER pas cher, peut cacher de gros problèmes fondamentaux et un PER élevé à l'inverse peut être aussi justifié parce que, effectivement, et on l'a eu notamment sur les big tech américaines, on avait des PER élevés parce que les croissances qui étaient attendues étaient importantes. Donc là, le marché était prêt à avoir des PER très élevés.
là où en général on considère que un PER effectivement n'est pas justifié, c'est quand vous avez un PER par exemple de 30 ou de 40 et que votre entreprise ne fait plus de croissance. Donc là tout à coup l'entreprise redevient chère, là où peut-être l'année d'avant, avec des perspectives de croissance élevées, le PER ne paraissait pas absolument dingue. Donc il faut aussi prendre en considération bien sûr cela, donc les limites bien sûr du PER, c'est qu'il ne tient pas compte de la croissance future, c'est ce qu'on disait, de la dette et de la trésorerie, de la qualité bien entendu du business model, et c'est bien sûr à combiner notamment avec le PEG, donc le PER divisé par la croissance du bénéfice, toujours très intéressant de regarder le PEG, le ROE sur le ROIC, le free cash flow aussi, la dette nette sur les l'EBITDA. Donc voilà, ce sont des éléments, là c'est un peu plus technique, je vous laisse pas faire un cours de fondamental, tout sont, moi j'ai plutôt l'étiquette de l'analyse bien sûr technique, même si évidemment je fais beaucoup d'analyses fondamentales, mais là aussi, pour moi, la clé est dans la simplicité. Je ne sais pas si c'est pas Warren Buffett qui disait que lorsqu'on fait une analyse fondamentale de plus de 5 minutes, on en a perdu 4. Donc voilà, vous écoutez des gens de fond comme Eagons notamment, son analyse fondamentale, elle est hyper simple en général, hein, des sociétés. Donc là aussi, tout comme l'analyse technique, je pense que la clé est dans la simplicité. Si les choses ne sont pas simples, pour moi, il vaut mieux les éviter. Il faut comprendre ce qu'on achète aussi, et il faut comprendre aussi un business lorsque on investit. Lorsqu'on trade, c'est un peu différent, évidemment. Lorsqu'on fait du trading, bon, on regarde un petit peu moins les fondamentaux, mais pour de l'investissement, même pour de l'investissement, je pense qu'il faut rester sur des choses extrêmement simples. Voilà donc pour les raccourcis qui ont été faits sur qu'est-ce que le PER. J'espère que ça vous donnera l'envie d'aller gratter un petit peu plus loin. S'il y a des éléments, toujours pareil, bienveillants, moi je donne la parole à tout le monde, des éléments supplémentaires qui veulent être ajoutés en commentaire, les amis, moi, bien entendu, vous le savez, que ce soit mes réseaux sociaux, que ce soit ma chaîne YouTube, ou que ce soit la lettre, la table des investisseurs, la newsletter, j'ouvre toujours tout à tout le monde. La liberté d'expression est fondamentale pour moi, même si c'est de plus en plus compliqué, je crois. Mais donc voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a toujours, si c'est fait dans la bienveillance, vous pouvez bien sûr compléter tout ceci. Bon, en résumé, le PER est rapide, intuitif, pratique, mais il doit toujours être mis en perspective avec d'autres éléments et croisé donc avec d'autres ratios, mais c'est vrai aussi pour l'analyse technique, bien entendu. Voilà les amis, donc pour cette première partie, on passe donc à l'analyse bien entendu et bien des marchés avec le CAC 40. Donc notre cher ami le CAC 40, bon, on est toujours, hein, la situation n'a pas beaucoup évolué hein, d'ailleurs, donc on est effectivement à peu près au premier tiers du mois et pour le moment on a surtout une réduction de la volatilité. En même temps, on s'y attendait un peu vu la volatilité que nous avions eu précédemment et notamment sur le mois d'avril. En général, extension et puis ensuite réduction, hein. Donc c'est souvent ça que l'on a. Donc là on est plutôt effectivement sur une réduction de volatilité qui devrait nous amener, je pense, d'ici quelques séances, quelques semaines peut-être, à davantage de volatilité. Mais on n'est pas encore là à ce stade. Donc si on est hyper objectif sur la vue mensuelle, on est toujours au-dessus de la M10 mensuelle qui est plutôt haussière. Donc sur l'unité de temps long terme, on est haussier. Sur l'unité de temps hebdomadaire, on a un retournement, donc on verra à la fin de la semaine, donc on verra demain soir, on a un petit retournement donc de la moyenne mobile à 10 semaines, donc on est toujours haussier puisqu'on est au-dessus, et là pour le moment on a aussi une bougie, un inside bar qui est à l'intérieur de la précédente, donc plutôt réduction de volatilité. Il n'y a qu'un journalier où on a une légère dégradation au moment où on se parle, puisque donc je zoome un petit peu sur le CAC 40, donc nous avions eu, on en parlait la semaine dernière, donc la réduction de volatilité ici qui s'est bien installée, et on disait bon ben voilà, désormais ce qu'on essaye, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est breaker tout ça, revenir aux alentours des 7870 et breaker tout ça pour relancer, ou alors sinon, ce que je disais la semaine dernière, peut-être un petit retour en arrière pour avoir finalement une figure un petit peu plus longue, un petit peu plus lente si je puis dire, et ensuite redémarrer. Donc c'est visiblement la seconde option
qui a été choisi pour le marché. Ça ne remet absolument pas, à mon sens, en question, en cause, la tendance haussière de moyen terme. Je considère toujours, tant qu'on évolue au-dessus des 7006, pour faire simple, je considère toujours qu'on est dans une figure de construction, d'accord, de construction, de correction, de consolidation, etc. Simplement, effectivement, au lieu a priori, d'avoir une figure qui aurait fait quelque chose comme ça avant de démarrer, eh bien peut-être que cette figure va tout simplement être un petit peu plus longue avant, je l'espère quand même, dans les deux cas, de démarrer. À partir du moment où on repassera sous ce niveau-là, je considérerai que là, par contre, on a quand même bien dégardé, y compris la figure intermédiaire, et que c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, peut-être que effectivement, on peut ajuster désormais et partir sur le principe que finalement, on a plutôt ce genre de figure qui est en train de se matérialiser. On va peut-être avoir quelque chose comme ça. Je vais me le mettre en bleu, peut-être clair. Donc, il faut ajuster, faut pas avoir, si vous voulez, l'ego de se dire ah j'avais tracé ça, je le laisse comme c'était, c'est moi qui ai raison, etc. Parce que sinon en fait vous allez vous planter. Hein. Donc il faut pas hésiter, vraiment pas hésiter à ajuster au fur et à mesure, d'accord. Surtout qu'on le sait, voilà, une figure peut être beaucoup plus longue que ce que l'on pense, d'accord. Donc voilà, finalement, on pourrait très bien revenir dans cette zone-là, les 7600, etc. Et ensuite, finalement, le scénario, peut-être avoir quelque chose, voilà, peut-être comme ça, revenir, congestionner, breaker, revenir ici, et avant de repartir à la hausse. Ok ? Ça, c'est aujourd'hui le scénario principal sur lequel je travaille. Si, encore une fois, on repasse sous notamment, si on comble notamment ce gap-là, le gap du vendredi 2 mai, je considérerais que on marque un petit peu plus de faiblesse, on repasse sous la moyenne mobile à 200, etc. Donc là, encore une fois, je considérerais que c'est finalement, c'est un petit peu peut-être un petit peu dégradé. Hop, hop, hop. Ok, donc voilà, pour le moment on en est là. Le CAC Small, lui, après 4 séances, donc la semaine dernière je vous avais dit, on risque d'avoir une légère sous-performance du CAC Small. On a eu 4 séances baissières, donc c'est exactement ce qu'on a eu, mais hier on a eu quand même une reprise. Donc là, encore une fois, moi je considère que nous sommes dans une congestion, et je pense très sincèrement que il faut patienter sur les small. Après, voilà, on le sait, on a bien participé à la hausse, mais je pense que sur les small, il faut redevenir légèrement prudent le temps que la consolidation se fasse, le temps que le marché nous montre la figure de congestion qu'il est en train de faire. Il y a pour moi, j'ai deux hypothèses de travail. Soit, je commence par la négative, soit on a une figure de congestion similaire avec les deux fois précédentes, c'est-à-dire on a effectivement ce mouvement de hausse, on a une congestion qui se fait comme ça avant la baisse. C'est exactement ce qu'on avait ici. D'accord. Donc soit on a ce genre de figure qui se fait là. Et là, il faudra faire extrêmement attention parce que ça nous signifiera très certainement une fin de structure qui pourrait casser par le bas. Donc un retournement après derrière, ce qui n'est pas du tout inenvisageable. Hein. Encore une fois, moi je ne suis pas dans la capacité de deviner ce qui va se passer. Mais par contre, en fonction de ce que le marché construit, on peut avoir des probabilités. Donc ça, première hypothèse. Deuxième hypothèse de travail, c'est que on a finalement une correction qui se fait dans l'autre sens, plutôt comme ça. Voilà. Et là, par contre, effectivement, c'est un mouvement correctif pour de la continuation. Donc ça peut être, par exemple, un biseau descendant comme ça. Ça peut être également une tasse avec anse, peu importe, mais dans tous les cas, c'est plutôt un mouvement de continuation et pas d'essoufflement. Pour le moment, c'est un peu tôt pour le déterminer, il faut regarder, il faut encore observer. Donc plutôt, moi, pour le coup, alors que je vous ai pas mal indiqué qu'il fallait privilégier les small caps ces derniers mois, c'est vrai, mais là, pour le coup, je suis plutôt en observation globalement sur les small caps voilà, depuis la semaine dernière, depuis la vidéo de la semaine dernière, je vous l'ai dit, donc je reste à ce stade globalement observateur. Malgré tout, voilà, c'est pas du tout négatif, hein, pas du tout, il n'y a rien à ce stade qui m'indique que on a un retournement, on a visiblement la mise en place d'une construction, mais on est au-dessus de la M10 qui est encore haussière, donc voilà, on a une petite perte de momentum, c'est vrai, mais perte de momentum ne veut pas forcément dire encore à ce stade retournement. On ajustera encore une fois au fur et à mesure, les amis, des chandeliers.
Ok, donc là aussi, ne pas être trop pressé, ne pas tirer de conclusions trop hâtives, même si c'est vrai que, comme vous, je constate très certainement une petite perte de momentum. On passe, si vous le voulez bien, eh bien aux actions. Donc parmi les actions et dans voilà, dans toute cette montée, cette tension géopolitique, il y a une action qui résiste bien évidemment, une action, vous la connaissez, bon père de famille, c'est bien entendu Total Energy. Donc j'en avais parlé, pour moi Total Energy, l'objectif c'est de poursuivre la hausse pour retrouver notamment ici la zone des 57, et c'est là pour moi que ce sera plus compliqué. Donc à ce stade, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on a breaké là aujourd'hui, je crois, ou hier, peu importe, on a breaké la zone ici des 54 euros grosso modo. Donc on va voir. À partir de quel moment je considérerais qu'on va breaker et construire? Ben, tout simplement lorsqu'on aura la figure intermédiaire là aussi qui va se former. On n'y est pas encore à ce stade sur Total Energy. Donc voilà, ça reste positif. En données journalières, encore une fois, voilà, la structure est plutôt pas mal. Donc voilà, on a le relèvement de la moyenne mobile à 10 jours. Donc voilà, plutôt quand même globalement positif sur Total Energy et sur les pétrolières. On a ArcelorMittal. Alors ArcelorMittal, on est toujours dans cette fameuse structure qui est une structure mensuelle. Voilà, on l'a vu, la structure mensuelle, on avait parlé de cette mèche haute au mois de mars, qui a été encore une fois vendue comme ça avait été le cas les précédentes fois. Mais ce qui m'intéresse et ce qui me porte attention, je vais dire, qui porte toute mon attention, je vais dire, sur ArcelorMittal, c'est que on a eu, oui, effectivement, cette mèche haute, on a eu la correction, mais on le voit, ça se stabilise. Ça se stabilise et je me dis, tiens, c'est pas affreux. Voilà, on a encore une fois, voilà, cette, en données journalières, on a cette oblique ici. On a eu une tentative de break. Bon, certes, ça a échoué parce que le marché est moins beau aujourd'hui, mais pour le moment, il va falloir quand même globalement observer si on a une congestion qui va s'installer là-dedans pour éventuellement breaker et revenir dans cette zone-là. Et là, tenter ensuite éventuellement le break. Il faudra bien sûr que le marché soit porté par un élan, etc. etc. Mais c'est plutôt pas mal et il faut quand même rester en observation. Et le passage notamment des 27,44 € pourrait éventuellement déterminer et provoquer un petit minimum élan haussier, si ce n'est retournement depuis moyen terme. On considérera que tout ceci est vraiment dégradé. Pour moi, à court terme, si on repasse sous les 25 €, on pourra considérer que ArcelorMittal, en effet, finalement, est en train de dégrader légèrement la tendance. Donc, voilà, Total Energy, ArcelorMittal fait partie des valeurs qu'il faut quand même regarder de très près et qui pourraient, encore une fois, éventuellement, non seulement performer, mais même résister en cas de baisse des marchés à court terme encore, puisque je vous rappelle qu'à moyen terme, et notamment pour les semaines prochaines, je considère, tant qu'on tient les 7006, qu'on peut encore une fois avoir une nouvelle jambe de hausse. Donc c'est pas encore mort pour moi à ce stade. Hermès, pour le coup, pour moi, ne fait pas partie, pour moi, des candidats, même si c'est une magnifique action, etc., etc., ne fait pas partie des candidats sur lesquels j'ai eu une immense conviction sur ce niveau-là. Pour moi, encore une fois, on est sur beaucoup de zigzags, on est sur une action qui a besoin de digérer une hausse spectaculaire. Donc voilà, pour du trading, éventuellement, voilà, des petits achats sur repli à proximité pour jouer des rebonds, mais voilà, je suis pas très très convaincu. Pour moi, ça ressemble plutôt potentiellement à une fin de structure, tout ça, de moyen long terme. Donc, voilà, oui, on peut aller chercher encore, etc. Mais je suis pas hyper convaincu par Hermès. Donc je la mets plutôt de côté. L'Oréal, pour moi, toujours la même analyse, je l'attends toujours, vous le savez, sur le bas du canal haussier. Donc oui, effectivement, on a eu un rebond, un joli rebond sur L'Oréal qui a pris 24%, donc oui, c'est plutôt pas mal pour du L'Oréal. Mais voilà, pour moi, c'est plutôt, encore une fois, la zone basse, éventuellement cette zone-là, aux alentours des 307, etc. Si on pète le bas, notamment, si on fait la correction, qu'on vient péter le bas, cette zone-là peut être une zone qu'il va falloir surveiller de près pour éventuellement tenter un retournement avec un très bon ratio. C'est vrai, bien sûr, pour du trading, c'est vrai également pour de l'investissement. Pour de l'investissement, il y a deux zones, la zone que je viens de vous indiquer, plus très grosse zone ici, qui est la zone entre les 140 et les 190 €. Voilà, pour renforcer.
Donc voilà, les deux zones principales. Vinci qui a hyper bien progressé depuis le support. Voilà, donc on est pour moi dans un canal haussier. Donc il y avait le support intermédiaire ici qui a très très bien réagi. Donc on a repris 35%, c'est vraiment canon. Mais voilà, je maintiens que pour moi, c'est pas une zone d'investissement sur Vinci. Ça peut bien sûr continuer de monter, hein, je dis pas que voilà, mais pour moi, plutôt quand même de la prudence, de la méfiance sur ce titre. En tout cas, pour du long terme, pour du court terme, éventuellement jouer des décalages, pourquoi pas, mais en tout cas pour du long terme, je considère qu'on n'est pas sur un niveau fort d'opportunité. LVMH qui eh bien, est en difficulté, toujours en difficulté, c'est pas mort encore totalement, donc on est toujours voilà, à proximité du support oblique, là où c'est entre guillemets intéressant, c'est le très court terme, on en est là, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va bouger à mon sens très rapidement, donc on est effectivement sur quelque chose comme ça, grosse réduction de volatilité, on voit qu'il y a une chute quand même globalement des volumes ces derniers jours. Il va y avoir une attaque sur ce titre-là qui va prendre le dessus sur l'autre. Est-ce que c'est les acheteurs sur les vendeurs ou les vendeurs sur les acheteurs? Je n'en sais rien, mais je pense que un mouvement est est en train de se préparer sur LVMH. Et donc, il y aura des conséquences, évidemment, sur le CAC 40. Si on arrive à repasser au-dessus des 485 € pour LVMH, on peut jouer du rebond, pourquoi pas aller retrouver les 540. En contrario, si on passe sous les 450, alors là, attention, parce que pour moi, il peut y avoir de grosses accélérations baissières pour retrouver notamment ce niveau-là, mais même beaucoup plus bas. Donc, attention sur LVMH de ne pas trop anticiper encore à ce stade, même si, encore une fois, on peut aussi avoir un très bon signal qui se déclenche. Et si on repasse au-dessus des 485, on aura certainement des flux qui seront revenus sur les indices et on aura très certainement un titre qui lui aussi reprendra, je l'espère, pour beaucoup des couleurs. Kering, légèrement mieux mais plus en difficulté aujourd'hui. Kering, lui, ou elle, plutôt ça dépend comment on voit les choses, avait repris effectivement eh bien, une meilleure tête, hein, puisqu'on avait breaké ça. Là on fait le pullback, là aussi, tant qu'on tient ce niveau-là, donc tout est à refaire. Là aussi, on peut élargir un petit peu la figure, tout est à refaire, mais on est toujours dans la figure. Donc voilà, comme LVMH, c'est moyen, on est sous la M200 qui baisse, etc. Donc la tendance est toujours bien entendu baissière, il n'y a pas de sujet. Mais je considère que, voilà, là aussi, tant qu'on tient ce niveau-là, pour moi, tant qu'on reste au-dessus des 160 €, on peut considérer qu'il y a encore de l'espoir pour le titre Kering, même si évidemment c'est dégradé, les fondamentaux sont dégradés, tout ça, on le sait, tout ça évidemment. Le grand, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu le grand, ben, c'est toujours extrêmement ferme, je la mets en mensuel, donc on espérait effectivement, bon, on l'a un peu loupé hein, forcément, hein, puisque la mèche basse a été faite à 83, on espérait plutôt le niveau des 79, donc c'est loupé. Pour le moment j'ai pas grand chose à dire sur ce titre, c'est extrêmement ferme. Est-ce que c'est un niveau d'opportunité d'achat ici? Je n'en suis pas persuadé, pour autant, c'est extrêmement ferme et il n'y a rien à dire. Si vous êtes dedans, si vous en avez, en tout cas, je ne vois pas à ce stade de raison claire de vendre. XFAB qui nous a fait vraiment régaler là ces dernières séances, ces dernières semaines. Nous avions beaucoup parlé notamment de la congestion là, on l'a breaké, nouvelle accélération, on va, je l'espère, entamer désormais une construction, la première construction au-dessus de la M200 qui devrait elle commencer à se redresser, et moi ce que j'attends donc c'est après la toute première consolidation, qu'on ait le pattern intermédiaire, le fameux premier gros pattern intermédiaire au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui vient de se retourner, un beau pattern là, et derrière, si on a ce genre de choses, on pourra espérer effectivement une nouvelle hausse, finalement une relance du titre à moyen terme. Tout ceci est conditionné évidemment au maintien bien sûr de cette zone-là, c'est-à-dire au maintien des 5,17 €. Donc XFAB, pour moi, titre à continuer de suivre pour les prochaines séances, pour les prochaines semaines même peut-être, tant que, encore une fois, on reste au-dessus de la M200 et des 5,15 €, 5,17 €, peu importe. Ok.
FDE, bah, le scénario qu'on avait proposé là semble se tenir, donc on avait dit voilà, il va y avoir là aussi, ça ressemble un peu d'ailleurs avec ce femme, hein, il va y avoir le pattern intermédiaire, donc on en avait parlé, souvenez-vous, le faux breakout, la cassure, etc. Bon, je nettoie un petit peu tout ça, donc là pour moi, on est effectivement donc sur le pattern intermédiaire. Il peut être long, il peut prendre du temps, etc. Mais l'objectif, c'est venir, je l'espère, s'installer là-dedans, construire une réduction de volatilité, et ensuite, encore une fois, tenter la cassure par le haut. Tout ceci est conditionné au fait que on maintienne à minima les 28 euros. Si on repasse sous les 28 euros, on considérera de la dégradation, pas du retournement baissier, mais de la dégradation. C'est normal, nous venons d'atteindre des premières zones d'objectifs qui étaient là, donc c'est normal aussi que voilà, ceux qui ont participé, qui ont acheté par là, c'est normal aussi que, à un moment donné, ils prennent des bénéfices. Toute la question est de savoir si ceux qui n'ont pas pris part à la première hausse vont se dire c'est une opportunité, j'attends la construction et je participe à la relance. C'est l'hypothèse, pour moi, la plus probable à ce stade. TEP, c'est la même chose. On est toujours là aussi, pardonnez-moi, on est toujours dans la construction. Le graphe le plus sympa, c'est le graphe, effectivement, hebdo. Donc, on revient sur le haut de la figure, voilà, sur Téléperformance. On reste sur le scénario qu'on a depuis plusieurs semaines. Donc, on revient sur le haut. Ça peut durer. Vous pouvez avoir une action qui construit pendant encore pas mal de semaines. Donc, vous pouvez avoir encore du zigzag, voilà, vous pouvez avoir voilà, on affine au fur et à mesure des chandeliers, donc vous pouvez avoir une construction dans la construction, donc ce genre de choses, avant, je l'espère, de breaker. Mais c'est le break de l'oblique ici qui va vous donner le signal de moyen terme. Voilà. Tout ceci est conditionné au fait que, bien sûr, on va s'installer au-dessus des 72. On casse tout ça par le bas, on casse la zone... D'ailleurs, vous pouvez même avoir, je l'ai pas vu, mais vous pouvez plutôt même avoir un espèce de biseau descendant. On casse le biseau descendant par le bas, il faut être vigilant, parce que derrière, effectivement, on peut avoir de la place pour baisser, d'accord? Mais on n'en est pas là, c'est pas le scénario privilégié, là on est plutôt encore dans la figure de construction, on est plutôt sur la partie supérieure de la figure, donc c'est plutôt pas mal. Celle qui nous a fait très plaisir cette semaine, c'est Clariane. Donc Clariane, elle est là, voilà, donc plutôt content, on en a en plus sur MTT, bon on en a beaucoup parlé également sur les réseaux, hein. Donc là, fantastique, une belle bougie, on vient atteindre pour moi le premier objectif, donc il y a une belle accélération, hein. Donc voilà, ça fait quand même une hausse de plus de 20%, donc c'est vraiment intéressant. Voilà, donc maintenant il va falloir regarder, vous avez Emeis aussi, je ne montre pas dans cette vidéo, mais elle aussi qui a une figure qui est intéressante, et là, c'est un peu comme on a pu le voir sur certaines valeurs, une fois que vous avez une grosse bougie comme ça, sauf en intraday, sinon sur du swing, vous devez attendre la réduction de volatilité, une petite bougie, quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler à quelque chose comme ça, voilà, qui pourrait se retrouver là-dedans, et si vous avez effectivement cette petite conso, derrière, vous pouvez, hop là, pardonnez-moi, vous pouvez éventuellement tenter quelque chose pour jouer la relance, évidemment. Il y a du potentiel, hein. On est vraiment sur une action qui est en train de se reprendre. On en a parlé beaucoup, souvenez-vous à l'époque dans ce biseau descendant, on en a parlé beaucoup ici, le faux breakout qui était ici, souvenez-vous, enfin bon bref, on l'a su depuis un petit moment, et effectivement, bon, alors moi j'en avais aux alentours des 2 euros, je sais plus, bon, depuis elle a fait fois 2,5, j'en ai plus malheureusement. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui ont gardé un reliquat et ils ont eu raison, hein, pour le coup, parce que c'est toujours bien, moi c'est vrai que je le fais pas toujours. Et c'est dommage, c'est toujours bien de garder voilà, 10-15% de reliquat, on sait jamais, et ce reliquat-là peut être quand même porté pendant longtemps. Bon voilà, en tout cas, bravo à celles et ceux qui ont eu le courage, parce qu'il y a aussi une part de courage, de tenir leur position le plus longtemps possible. Moi, c'est vrai qu'il y a des volatilités comme ça, hein. Il faut tenir, hein. Il y a des drawdowns quand même là de 35%, il faut tenir, hein. Donc, quand on a un reliquat, à la limite, on peut le tenir, mais quand on a une grosse position, c'est quand même un petit peu plus compliqué. AXA. Bon, AXA, alors, si vous en avez, il n'y a pas de sujet, d'accord? Si vous en avez, il faut continuer à accompagner le titre. Maintenant, AXA, c'est plus le moment d'y investir, les amis. Moi, sur les financières, là, en ce moment, sauf un départ en exponentiel, sur les financières, je suis plutôt prudent. Vous le savez, forcément, vu voilà, mon expérience professionnelle, j'ai toujours été plutôt positif sur les bancaires. Mais là, actuellement, vous regardez les graphiques mensuels, Société Générale, etc.
vous arrivez quand même sur des grosses résistances. Et sur AXA, c'est un peu la même chose, on arrive sur des plus hauts historiques, donc attention quand même de ne pas se faire embarquer dans du FOMO de long terme. Hein. Là-dessus, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Donc voilà, des biseaux ascendants, certes, qui cassent par le haut, donc pour le moment, c'est bullish, il n'y a rien à dire, mais voilà, moi je suis quand même plutôt méfiant actuellement sur AXA, en tout cas, pas d'achat pour moi de moyen long terme sur ces niveaux-là. Éventuellement sur repli, on verra. Éventuellement, voilà, si on revient à proximité de ce support, etc., pourquoi pas. Mais en tout cas, à ce stade, pour moi, AXA et bon nombre de financières bancaires, il faut voilà, redevenir un petit peu plus exigeant. Bon, S30, je suis très content parce que c'était une de mes convictions. Donc on l'a joué également sur le salon, donc c'est plutôt pas mal. Il y avait une très très belle congestion, voilà, on a tout eu, hein, on a tout eu, donc je crois qu'on en a parlé la semaine dernière d'ailleurs, de cette congestion intermédiaire qu'on attendait, elle a eu lieu. Donc voilà, ça c'est des choses, grosse bougie, 2 bougies de conso, pour on repart, et là, peut-être qu'on est en train de refaire la même chose pour à nouveau tenter quelque chose. Donc, vraiment, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a du chemin, hein, voilà. Attention, on n'a pas retourné la tendance, mais, ce qui est aussi intéressant, un peu à l'image de ce qu'on a vu sur Clariane, sur Clariane, j'allais dire Claranova, mais on va la voir Claranova, mais c'est pareil aussi, hein, sur Claranova, vous avez effectivement un retournement aussi qui est en train de s'opérer hein, sur la moyenne mobile à 200 jours. Donc on a le pattern intermédiaire, la cassure. Donc tout ça, c'est des choses que vous avez l'habitude de voir, et je vous remercie d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup parmi vous qui encore une fois, me citent sur différentes configurations qu'ils ont l'habitude de voir. Je vous remercie aussi pour vos... Voilà, il y a des messages privés cette semaine, notamment un là, que j'ai reçu aujourd'hui d'une demoiselle qui s'est mise à la bourse en regardant mes vidéos et qui a fait certaines performances quand même assez fabuleuses. Donc merci, voilà, merci pour encore une fois pour ces nombreux messages. C'est vrai que ça motive de continuer. Ça fait plaisir de voir que voilà, le temps qu'on passe à réaliser ces vidéos et quelque part parfois à sacrifier son temps perso, eh bien au moins sert à pas mal de monde. Solution de 30, donc c'est fait. ST Micro, bon là on était, bon les 3 patterns ont lieu, hein. On les a suivis les uns après les autres. Voilà, les 3 patterns en vert, et je vous avais dit l'objectif c'est de revenir dans la zone bleue ici. Bon ben voilà, là on a un marché qui a été techniquement parfaitement bien respecté, la pertinence là de l'analyse technique, c'est pas toujours vrai, hein. C'est pas vrai sur toutes les actions, mais là sur STM, ça l'a été. Donc voilà, pour moi on est aussi à l'image de Clariane, on est sur quelque chose qui s'est redressé, qui a fait un rebond technique plus, mais qui n'a pas encore retourné la tendance. Le retournement de la tendance de ST Micro aura lieu, c'est la prochaine étape. On est sur cette étape-là. C'est-à-dire que pour moi, revenir aux alentours des 27 €, c'était du rebond. C'était l'objectif du rebond, avec des patterns intermédiaires qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Maintenant, le retournement de la tendance, il sera à une seule et unique condition, c'est si on a le gros pattern intermédiaire qui se réalise au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui se retourne. Et là, je vous dirais, ok, là, le rebond technique s'est transformé en véritable retournement de tendance. Ok, les amis? Mais à ce stade, je dis bien à ce stade, on n'y est pas totalement encore. Ok? Donc c'est ce qu'on va suivre, plutôt de l'observation également sur ST Micro. Ipsen, alors Ipsen qui a été mise en difficulté par la rupture ici de ce support oblique haussier, mais malgré la rupture et la frayeur, je trouve qu'on dessine un pattern intermédiaire qui est plutôt pas mal. Et l'objectif quand même de ce pattern, c'est éventuellement de retrouver, bah, potentiellement derrière, alors peut-être pas aussi vite, hein, mais l'objectif serait peut-être de retrouver voilà, quelque chose comme ça pour revenir à minima dans cette zone-là. Donc c'est plutôt pas mal, ça se regarde, ça s'observe. Tant que, encore une fois, là-dessus, on reste au-dessus des 99 €. En cas de break ici, notamment de la zone des 105,1, on peut avoir un mouvement pour retrouver le pullback sur l'ancien support oblique qui a été effectivement cassé.
Voilà, Ruby, c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez proposé une construction intermédiaire, nous y sommes, dans cette construction intermédiaire, on en a un petit peu nous sur le salon, pour le moment c'est pas une réussite d'ailleurs, mais je vous avais parlé de la construction intermédiaire, voilà pourquoi on a pris la cassure. Bon, pour le moment c'est pas une réussite sur Ruby, mais c'est pas encore mort. On verra, encore une fois, moi je vous montre tout, j'en ai strictement rien à carrer. C'est bien de montrer les trades potentiellement gagnants, mais encore une fois, on apprend toujours plus. Très important de comprendre que vous apprendrez toujours plus en observant les trades perdants. C'est paradoxal, hein, mais je vous assure, j'ai toujours beaucoup plus appris sur mes trades perdants et sur mes échecs que sur les réussites. Les réussites, en général, bon, bah, ça a marché, on est content, on boit une bière ou on boit une coupe de sangria pour fêter ça, mais en général, on n'apprend pas grand-chose. Par contre, la douleur, c'est triste, hein, mais l'être humain souvent est câblé comme ça, c'est souvent la douleur qui nous fait avancer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours reprendre ces trades, notamment perdants. Pour moi, la performance se fait davantage en essayant d'exclure les mauvaises choses plutôt qu'en essayant de rajouter de bonnes choses. Donc en gros, vous disposez pour moi d'un environnement et l'idée avec des bonnes et des mauvaises choses, et l'idée pour progresser, pour augmenter la performance, c'est d'enlever tout ce qui ne fonctionne pas ou tout ce qui vous amène à faire des erreurs majeures et viennent tout simplement impacter votre performance. Et en retirant petit à petit ou en reproduisant moins souvent ces erreurs-là, c'est là où vous allez augmenter pour moi votre performance. Bon voilà, c'était une parenthèse, mais une parenthèse importante. Donc Ruby pour moi, hein, voilà, c'est pas mort, on est toujours dans la figure, mais effectivement on a 2 jours de consolidation. Si c'est un pullback, super, et le passage au-dessus des 29,54 € pourrait, je l'espère, relancer pour tenter le break de cette grande oblique ici en rouge. Donc on n'y est pas encore, mais pourquoi pas dans les prochaines séances, on l'espère. Xilam, bon, Xilam, hein, c'est un peu, voilà, on l'avait pas mal suivi là dans la baisse. Bon, je nettoie un petit peu parce que c'est un petit peu vieux tout ça. Bon, c'est une action qui a eu voilà, de grandes difficultés, c'est pas très liquide, ça concerne qu'une poignée finalement d'investisseurs qui suivent certainement ces vidéos. Donc oui, effectivement, là aussi, il y avait une congestion, voilà, mais voilà, il y a pas beaucoup, hein, il y a 3-4 000 € d'échangés par jour, donc c'est très peu. Oui, effectivement, vous avez une petite conso intermédiaire qui peut éventuellement relancer pour revenir notamment à l'entrée du gap aux alentours des 2,94, pourquoi pas même fermer le gap, mais voilà, attention, sur ce genre de titre, ça peut spéculer, mais il faut être quand même un investisseur quand même assez chevronné à mon sens pour pouvoir trader ce genre de configuration. Sword, alors on est toujours dans la même configuration, c'est-à-dire qu'on a breaké, on a fait le pullback, et là on a la construction intermédiaire, donc elle peut être un petit peu plus longue, là aussi, voilà, pas d'ego, on essaye d'ajuster au fur et à mesure des chandeliers, et on contrôle. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de s'installer au-dessus de cette oblique en rouge, et si on arrive à s'installer au-dessus de cette oblique en rouge, voilà, breaker pour éventuellement continuer à la hausse. Voilà l'objectif. Si on réintègre, en revanche, l'objectif, c'est de revenir à proximité. Voilà, on le fait. Si on réintègre, l'objectif, c'est de revenir à proximité ici ou là, peu importe, dans ces zones-là, pour ensuite chercher de l'achat et repartir éventuellement à la hausse. Ok, Thales. Bon, qui a énormément progressé. Je suis pas positif sur... Enfin, je suis pas acheteur sur Thales. C'est extrêmement ferme. Mais pour moi, voilà, ça sent quand même globalement le piège acheteur. Donc réintégration, ça peut être aussi un faux breakout, vous me direz, voilà, tout dépend effectivement si on arrive à se maintenir là et à bien congestionner, mais voilà, moi quand je vois ce genre quand même de graphique, c'est vrai également pour Emmental là, sur l'Allemagne, attention quand même, ne faites pas n'importe quoi, surtout mettez des stops parce que le retournement peut être extrêmement violent. Clara Nova. Donc Clara, elle, hop, alors c'est plutôt Cla pour le coup, comment dirais-je, le sigle, le code. Donc pour le moment, effectivement, ben, c'est très positif. Hein. Vous avez proposé l'achat, vous prenez la vidéo du 30 mai, vous avez proposé l'achat au-dessus des 2,85,5 et depuis, bon, la progression a été plutôt pas mal puisqu'on a quand même gagné jusqu'à... j'efface tout.
jusqu'à quand même 13%. Donc voilà, ceux qui sont dedans, ben, il y a deux possibilités. Soit vous mettez le stop ici, soit vous mettez le stop là, soit vous mettez pas de stop, soit vous prenez un TP, peu importe. Moi en tout cas, je suis fidèle à ma méthode, c'est-à-dire que j'accompagne. Et voilà, petit à petit, tant qu'on tient de toute façon le trend ici en pointillé, je considère que globalement on reste quand même positif sur CLA. Rémi Cointreau, donc la semaine dernière, on a eu ce petit pump qui était plutôt pas mal, et vous avez dit, voilà, c'est plutôt intéressant, voilà, on peut éventuellement continuer. Maintenant, ça tient quand même plutôt bien, encore une fois, mais il faut breaker dans un premier temps cette zone-là. Voilà, donc on nettoie un petit peu tout ça. Hop, je nettoie mes stratégies, hop, donc éventuellement breaker et arriver à passer au-dessus des 50,45 €. Le plus gros reste à venir, hein, il va falloir s'installer au-dessus, toujours la même chose, de cette moyenne mobile à 200 jours. Donc dans un premier temps, revenir ici, breaker et faire le gros pattern pour ensuite éventuellement tenter la hausse. Donc, voilà l'objectif. Tout ceci, bien sûr, est conditionné au fait qu'on maintienne ici le niveau des 44, on repasse sur le niveau des 44 €. On redevient évidemment beaucoup plus prudent. DSY, c'est toujours la même chose, il n'y a pas eu énormément de changements, légère dégradation, mais on est encore pour moi toujours dans la figure. Pour moi, il n'y a pas trop quand même voilà, il n'y a pas trop de réaction, mais pour moi, on est quand même encore dans la figure. Tant qu'on tient le niveau des 31, bon, voilà. Mais il faut réagir. C'est le moment pour moi où, effectivement, Dassault Systèmes doit réagir dans cette zone-là. On a dû retracer 2 tiers à peu près du rebond. Voilà, donc on est dans la zone, grosso modo, sur laquelle il faut réagir. Il faut breaker. Donc, premièrement, s'affranchir très rapidement de cette oblique ici en rouge. Et une fois qu'on s'est affranchi de cette oblique en rouge, tenter, voilà, vous avez un petit biseau là, court-termiste. Donc dans un premier temps, breaker cette oblique par le haut. Dans un second temps, revenir dans cette zone-là des 34 € et des bananes, construire dans cette zone-là, et ensuite breaker cette zone-là pour relancer. Voilà le défi finalement qui se présente à Dassault Systèmes. De CRSI, il y a eu la construction de figure, mais cette construction de figure, ça arrive, casse par le bas. Donc on l'avait suivi, souvenez-vous, sur le double appui, pam pam, derrière, grosse, effectivement, hausse, puisqu'on a eu 46% de gains, et derrière, il y a eu le pattern intermédiaire qui s'est formé ici. Et on vous avait dit, voilà, l'objectif, c'est que ça casse par le haut, et que derrière, ça relance. Alors ça a légèrement cassé par le haut, très légèrement, d'accord, on avait eu ce pattern-là, et derrière, malheureusement, voilà. Donc si vous avez été déclenché, bah, pourquoi pas, hein, c'est pas grave, ça arrive. À ce moment-là, le stop, il était très clair, il était là. Du coup, vous sortez, vous attendez un nouveau setup. On vient faire le pullback, voilà, dans cette zone-là. Donc, on voit, il y a la mèche basse, c'est acheté à ce stade. Mais pour moi, c'est pas suffisant, à part si vous êtes intradéiste. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Pour moi, ce qui va compter, encore une fois, c'est la construction. Donc, on aura la capacité de CRSI à construire et éventuellement à relancer. Tout ceci est invalidé pour moi si on réintègre et si on commence à revenir sous les 4,90, etc., etc., etc. On passe à une action que j'aime beaucoup, moi, que je suis depuis longtemps, c'est Signify, c'est Amsterdam. Bon, c'est une action qui était très haussière. Par le passé, notamment la période 2020 jusqu'à 2021, superbe trend. Et puis depuis, malheureusement, effectivement, il y a eu une grosse baisse. On est revenu sur des niveaux quand même de 2016, 2018, même revenu sur 2020, etc. Ce qui est intéressant, effectivement, sur Signify, c'est que voilà, on est en train, on verra à la fin du mois, mais on est en train de tenter une excursion au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois. En hebdo peut-être, on le verra mieux, le biseau descendant, ouais. En hebdo on le verra mieux, donc on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines, on revient effectivement sur un niveau intéressant. Donc là maintenant ce que j'attends là aussi c'est effectivement le niveau de construction intermédiaire et le break. Donc ça se surveille de très près, voilà une action à suivre pour éventuellement tenter quelque chose pour les prochaines semaines. Donc Signify, à partir de quel moment on invalide, eh bien, vous prenez la moyenne mobile 10 hebdo, voilà, elle va monter, et tant que vous êtes au-dessus, pour moi, c'est bon. Si vraiment vous êtes très court-termiste, vous avez ce niveau-là, voilà, tant qu'on tient les 20,70 €, pour moi, eh bien, l'espoir fait vivre, il faut breaker.
il faut passer au-dessus. Désormais, il doit y avoir un double top en journalier, quasi. Ouais, voilà, double top. Donc, il faut passer au-dessus. Bon, vous avez un plan, hein, d'ailleurs, là, bon, voilà, vous pouvez le prendre en plan. Hein. Donc, passage au-dessus des 22,58 € comme signal potentiel d'achat court terme. Pour retrouver ce niveau-là, vous avez des mèches ici, des mèches là, une mèche là, le niveau des 24,52 €. Et après, on verra si on peut aller un petit peu plus haut. Pour Signify, Nikon, un titre en difficulté, mais qui doucement se réveille. Donc voilà, ce qui est intéressant sur Nikon, c'est le biseau. Alors, est-ce qu'il est hebdo, ce biseau? Oui, il est hebdo, donc on va le regarder en hebdo. Donc c'est assez intéressant. Tac, pour moi, Nikon peut poursuivre son rebond, donc on a ce biseau descendant, on a une très très belle congestion, la cassure. On revient sur un premier niveau là aussi de résistance, donc c'est pour ça qu'on bloque. Il va falloir observer le titre pour voir lui aussi s'il a la capacité la semaine prochaine ou dans les 2 ou 3 prochaines semaines de bien tenir cette zone là, de bien congestionner et enfin de breaker la zone des 0,72 et à ce moment là l'objectif sera de revenir aux alentours des 1,03, 0,4, 0,5. Donc ça se surveille, ça se regarde. Le graphe mensuel, j'aimerais bien le regarder. Voilà, donc là pour le moment on n'est pas en retournement. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à retourner la moyenne mobile à 10 mois, mais voilà, on le voit, il y a une tentative d'excursion, alors que là on avait échoué également. Eh bien on refait une nouvelle tentative, vous avez vu hein, la congestion, vous avez vu la réduction de volatilité, très très importante du titre. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent éventuellement nous faire espérer et nous faire penser que peut-être qu'on va avoir du mieux ces prochaines semaines, ces prochains mois. Sur le titre, FDJ également, donc on en avait beaucoup parlé à l'achat, donc dans la zone des 28,58. Pour le moment, c'est ferme, c'est même plutôt positif. On a alors le mois n'est pas fini, hein, mais on a une inside bar mensuelle qui est en train de se former, donc preuve qu'on a la mise en place aussi d'une construction. On est venu, donc en hebdo, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc on est venu faire le pullback. Support, cassé, pullback, donc là aussi c'est très très propre. Derrière prise de bénéfice, pas de souci, mais voilà, pour le moment on tient, il y a un double inside bar hebdo, donc ça aussi c'est très intéressant. Preuve aussi de la forte réduction de volatilité, donc ça c'est intéressant. Je nettoie mes stratégies, hop, et voilà, on va regarder, alors on peut même le mettre là, hein, voilà, et là vous pouvez même, pour les plus agressifs d'entre vous, vous pouvez même élaborer un plan au-dessus des 36, pardon. Invalidation, alors là, ça dépend après, hein, voilà, je fais pas des choses précises, j'essaye de vous montrer un petit peu comment on structure un plan, c'est tout, hein, avec humilité, voilà, hein, après c'est à vous de vous adapter, et après, voilà, l'objectif, revenir dans cette zone-là, vous avez les plus bas ici, les plus bas là, donc dans cette zone grosso modo, et vous avez l'entrée de gap, qui est là, et après, éventuellement, la fermeture de ce gap-là. Donc, vous voyez, en termes de ratio gain-risque, bon, c'est pas incohérent, c'est pas déconnant d'avoir ce genre de stratégie là. Voilà grosso modo pour FDJ. Fugro, c'est une action baissière, donc on suit de très près. On avait parlé, alors je crois que je sais plus si vous l'avez présenté dans la vidéo mensuelle ou si c'est dans le salon, donc nous on l'a surveillé en tout cas sur le salon depuis cette congestion là. Il y avait un double top ici en 11,24, et là l'objectif c'était de revenir dans la zone rouge, donc c'est toujours plutôt pas mal. Maintenant, voilà, l'objectif c'est de venir s'installer et tracer la séance pour ensuite breaker et repartir vers le nord. Voilà ce qu'on va surveiller, pour moi c'est pas mal. Tout ceci est invalidé bien sûr si on repasse sous les 10 € et des bananes, d'accord? Donc à suivre de très près ce que va faire Fugro dans cette zone là, dans les prochaines également séances. Je regarde juste si j'en ai pas oublié, parce que j'en oublie toujours une, ou il y en a une en double, ou j'en oublie une. À chaque fois je me fais chambrer, mais vous avez raison de me chambrer pour ça. Non, c'est à peu près tout. Je termine avec la dernière française avant de passer aux États-Unis, avec Esso. Donc Esso, c'est pas mal, hein. La congestion est vraiment pas mal. Hop, voilà. Donc nous on a pris part hein, d'ailleurs pour le moment à cette congestion. Donc on bloque pour le moment, je le mets en rouge, cette zone de résistance. Il faut repasser au-dessus de cette zone de résistance, donc au-dessus des 146 € pour relancer et aller a priori rechercher donc toute cette zone d'objectif
et ensuite éventuellement un petit peu plus haut cette zone d'objectif là. Voilà grosso modo pour ESSO. Je passe aux States avec la légendaire Coca-Cola. Donc c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Coca-Cola. Le code c'est CO. Si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est celui-là. C'est bizarre qu'il ne m'ait pas affiché automatiquement Co. Bon, peu importe. Donc voilà pour Co. Hop, je vais vous la mettre en mensuel. Voilà, bon là c'est la même chose. Achat sur repli, donc c'est très ferme. Il n'y a rien à dire, c'est très ferme, etc. Mais pour moi, c'est de l'achat sur repli. Donc Coca-Cola uniquement sur repli, à proximité pour moi, sur opportunité, à proximité de ce support oblique de long terme. Donc voilà, en cas de baisse, là oui, effectivement, ça peut continuer à monter, mais je considère que nous ne sommes pas sur une opportunité. Au clos, qui m'a été proposé également. Donc, oula, oui. Donc, magnifique. On va mettre en hebdo celle-ci. Ouais. Bon, il y avait des belles choses à faire par le passé. Hein. Il y avait des belles réductions de volatilité. Là aussi, il y avait une belle réduction de volatilité. Bon, là, il y a un peu trop de volatilité. Les volumes sont énormes. Donc, bon. Alors, je connais pas hein, les fondamentaux de la boîte. Mais on a cassé le top. Ouf, grosse bougie. Ouh, ouais, 29%. Bon, voilà. Donc, bon, pour du trading, pourquoi pas. Sur repli. Si on a donc... si on a un repli avec un pattern intermédiaire, pourquoi pas. Petite congestion, pourquoi pas par là. Mais c'est tout. Voilà. Là, je considère que quand même, on a un gros... Ou alors en intraday, évidemment, mais je parle pour du swing. Globalement, je ferai plutôt attention, voilà, pour au clos. Ouais, plutôt attendre achat sur repli. Novo, qui s'est bien reprise. Hein. Ah, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, Novo, donc on est plutôt évidemment content. C'était en hebdo. Ouais. Donc les deux zones, hein, voilà, les deux zones qui étaient en vert. Donc voilà, beau rebond. Donc première zone qui avait été touchée ici. Première zone pardon, qui avait été touchée ici. D'accord, deuxième zone ici. Et on l'a vu, voilà. Pour le moment, le marché rebondit bien, donc c'est plutôt pas mal. Sur Novo, il y a un beau retournement. Maintenant, on a effectivement, on a le, comment dirais-je, le rebond, hein, un peu plus. Mais maintenant, moi, ce que je veux sur Novo, c'est ce qu'on n'a pas eu encore, c'est-à-dire la construction. Il y a eu une petite ici, mais on l'a pas eu encore. Donc là, moi, je veux effectivement une belle construction. Et là, c'est plutôt pour les traders, belle construction pour jouer la cassure par l'eau. Mais oui, effectivement, il semble que l'on soit revenu sur quelque chose de plus ferme. Et on a dû repasser au-dessus de la M10. Ouais, voilà, au-dessus de la M10 hebdo. Donc c'est plutôt pas mal. J'attends le pattern intermédiaire pour pouvoir... Par contre, on a investi. Vous savez, j'en ai du Novo. Mais par contre... le pattern de trading, pour moi, il devrait, je l'espère, arriver dans les prochaines semaines. United Health. Ils l'ont attaché. Ok. Donc là, pareil, hein, moi, bon, la zone a été touchée pour moi, donc la grosse zone là, après, ça dépend comment vous accumulez tout ça, mais par contre, ce qui est intéressant là, c'est le pattern, là, on est déjà sur le pattern intermédiaire, donc là, c'est intéressant. Pour celles et ceux qui veulent la tenter en swing, la construction n'est pas dégueulasse. Ah non, pas du tout dégueulasse même. Donc voilà, vous avez, il y avait même un petit signal là, sur la séance d'hier. Pour moi, au-dessus, ici, des 307,40 $. L'invalidation, alors tout dépend de votre horizon de temps, mais les invalidations, elles sont là. Donc l'objectif, c'est dans un premier temps revenir dans cette zone-là. D'accord, la zone des 342. Et ensuite, de jouer la clôture de cette zone-là. Et après, on verra, plus si affinité, revenir notamment dans la zone des 443. Donc c'est plutôt pas mal hein, ce qu'elle est en train de faire UNH là pour le coup. Plutôt pas mal du tout. Tesla, qui a beaucoup remué évidemment avec les différentes... la querelle entre Trump et Elon Musk.
c'est compliqué la trader Tesla là. À part en intraday, franchement, c'est pas évident. Ouais, il y a beaucoup de, ça remue, il n'y a pas beaucoup de constructions. Elles sont très rares. Là, il y en avait une petite, mais là, franchement, je sais pas trop quoi vous dire. Ça construit pas terrible. C'est devenu un peu un jouet spéculatif, hein. Donc voilà, à part en intraday, ou de temps en temps, j'imagine qu'il doit y avoir... ce serait intéressant de la regarder peut-être en 1 heure, Tesla. Et même en 1 heure, c'est un peu le chaos. Ouais, il y a des petits... Ouais, c'est difficile. Ouais, elle est difficile à trader. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire, là, pour le coup. Je me mouille tout le temps, mais là, pour le coup, les amis, je sais pas quoi vous dire sur Tesla. Ouais. Bon. Voilà, je reste un peu sans voix. Ouais, c'est pas clair. Voilà. Je peux pas vous dire mieux, pour moi, c'est pas assez clair. Donc, c'est même pas, je vais même pas dire que c'est haussier, parce que, vous voyez, on est sur la moyenne mobile à 200 qui est plate. Voilà, on peut éventuellement tracer une figure un petit peu plus large en hypothèse de travail, mais j'ai pas grand chose à dire. Donc voilà, pour moi, je la laisse sur le côté Tesla. Voilà, désolé, mais j'ai pas d'avis ferme là-dessus. Comme la valorisation, alors certes, hein, la valorisation c'est un détail sur Tesla, mais quand même la valorisation est élevée, donc quand même à regarder. Coinbase, donc on est sur le pattern intermédiaire. Donc c'est vraiment pas mal. Donc on en avait parlé il y a 2 ou 3 semaines qu'on attendait ce pattern intermédiaire. Ben, il est là. Il est là. Maintenant, il faut casser par le haut tout ça. Donc lui, par contre, vous voyez, on voit bien la différence, hein, de construction. Vous voyez, par exemple, avec le titre précédent. Il y a des titres qui, des fois, pendant de longues périodes, n'arrivent pas à construire parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Il faut éviter ça. Voilà, il faut éviter ça parce que ça peut être, pour vous faire balader et il n'y a pas vraiment de direction claire. Donc en tout cas, Coinbase, c'est pas le cas. On a une belle construction intermédiaire. Maintenant, il faut valider, il faut breaker, il faut repasser au-dessus des 262,40, puis également au-dessus des 267,65. Tout ceci est invalidé pour moi. Voilà, si on passe sous les 231 et les objectifs, on les avait tracés précédemment avec même le plus haut historique ici, aux alentours des 430$. Et enfin, avant de passer au titre à suivre, on a Nvidia. Donc moi j'ai toujours mon reliquat, vous le savez, hein. J'ai vendu 2 tiers, mais j'ai toujours mon reliquat. Et pour le moment, voilà, là aussi, perte de momentum quand même, on voit, il y a de plus en plus de bougies rouges, etc. Mais malgré tout, ça tient. Voilà, un petit bisou ascendant. Donc voilà, on arrive sur les plus hauts historiques, c'est normal, hein, après un tel rebond, hein, c'est quand même un rebond de 67%, c'est pas rien. Donc voilà, grosso modo, pour Nvidia, un peu plus de vigilance, pas acheteur en tout cas, voilà, vous le savez, on a acheté ici, mais pas acheteur sur ces niveaux-là. J'ai toujours mon reliquat que j'accompagne, et petit à petit, en remontant le stop sur le reliquat. Voilà pour Nvidia, et donc le titre à suivre. C'est un titre qui est coté en France, puisque c'est Mersen. Donc Mersen qui a beaucoup baissé. Donc on a un petit peu également sur le salon. Et ce que j'aime bien sur ce titre, c'est que voilà, on a eu un pattern intermédiaire, donc ça reste baissier. C'est pour vous aussi du rebond, du retard sur le titre. Donc on break ici, donc c'est plutôt pas mal. Pour revenir, donc je vise la zone ici des 23€ des bananes. Mais il va falloir évidemment repasser au-dessus des 21,35€ et au-dessus des 21,80€. Validation, j'en ai mis une agressive ici. Et si vous êtes un petit peu plus large, vous pouvez la descendre aux alentours des 19,40€. Si on passe sous les 19,40€, là je considérerais que quand même, globalement, effectivement, la relance pour moi se solde finalement par un échec. Ce que je joue ici, c'est la première impulsion, la correction et derrière la nouvelle impulsion. Donc voilà pour le titre Mersen. Et enfin le screener trend following. Donc le voici, le voilà. Vous pouvez faire une capture d'écran et pour celles et ceux qui veulent le code, vous pouvez bien sûr le retrouver dans l'espacement sur le site lepodcastdelabourse.fr. C'est tout pour cette vidéo. Pensez encore une fois à vous ajouter bien sûr à la table des investisseurs pour recevoir la lettre mensuelle qui devrait partir sous une dizaine de jours. Merci encore une fois
pour vos soutiens. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, parce que je vais peut-être prendre quelques jours de repos. De toute façon, je vous tiens au courant, voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite bien sûr une belle fin de semaine et un bon week-end, et on se retrouve peut-être la semaine prochaine, ou en tout cas dans les prochains jours sur les différents réseaux. À plus, ciao ciao.